Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous avez passé une bonne journée. On va essayer de faire en sorte que cette soirée commence sur de bonnes bases. On est dans Cosman à Réunionnais. Et on va faire un tour dans notre présent, dans notre passé, pour parler de notre avenir. Bonsoir, Christian Jalma. Pareil, doucement. Qu'est-ce que j'allais dire finalement Quand on parle de l'école Poc-Poc, c'est... Qu'est-ce que les gens pensent? Quelle est l'image qu'on a de l'école Poc-Poc? En fait, il y a deux écoles qui existent déjà, et l'école Poc-Poc. Donc l'école Vanina Galifera et l'école Poc-Poc Nénen. D'abord, dès que me dit le nom Poc-Poc Nénen, de Moun, les souvenirs remontent. Parce que j'ai côtoyé le Poc-Poc sur la route, et n'a bon peine moun à manger le Poc-Poc. Alors, on va juste rappeler que le Poc-Poc, c'est donc ces petits fruits, ces lianes vertes, avec des petits fruits jeunes et avec des grains assez sucrés. Donc, pour ceux qui se rappellent ou qui continuent à aller cueillir ces Poc-Poc là où il y en a encore. Voilà, et comme mi nomme Nénen, tout dans la famille rouennaise, n'a toujours un Nénen. Et ça, c'est dans les jeunes. Donc, le mot même, et tout de suite, il fait lève des souvenirs de la tête de bande de monde y écoute. Et puis, on va juste faire un clin d'œil à ceux qui ont connu la radio, Poc-Poc à l'époque, qui aussi a été, j'allais dire, des artisans de la culture, de mettre en avant la culture réunionnaise. En fait, le Poc-Poc, c'est un fruit de la résistance. C'est un fruit résistant. On peut couper aller, on peut construire une maison dessus, le Poc-Poc dort. Et quand on abandonne le lieu, le Poc-Poc relève. Il attend son moment. Il est jamais... On croit qu'il est plus là, mais il est là. Il ne s'arrête jamais, il ne meurt jamais. Alors, aujourd'hui, sur l'école Poc-Poc, on a parlé de ce tableau de... François-Auguste Biard. D'accord. C'est un tableau qui a été peint en 1849. D'accord. Alors, si la régie peut nous envoyer cette image, s'il vous plaît. Donc ce tableau, ça représente quoi? Voilà, on voit le tableau. C'est pas celui-là, c'est un deuxième tableau que j'ai emmené. Mm-hmm. Celui-là, c'est un tableau de la transmission. Ce tableau est peint en 1861. Mais si la personne peut remettre... C'est devant une école? Justement, ici, c'est la transmission des savoirs des nénens et d'un conteur, un transmetteur. On voit bien, il y a un homme qui est assis à terre, qui porte un bob de la main. Et il y a une nénenne avec un enfant dans les bras qui cherche ses genoux. Et là, ce tableau est peint par Roussin en 1861. Et le tableau se nomme Le Barreau. Donc le peintre peint un barreau. Mais devant le barreau, il met des personnages. Et ces personnages, ça veut dire que devant un barreau, en plus, il y a des galets à terre. Ça veut dire que souvent, il se passe quelque chose devant ce barreau. On va juste rappeler que barreau, pour nous, créoles, c'est le portail, ce grand portail vert que vous avez vu donc sur l'image. Barreau se traduit portail en français, mais en fait, c'est pas vraiment le portail. Le barreau, c'est barreau la zole, barreau la prison. C'est-à-dire à l'époque, les peuls, mandingues, serrères, tout ce qui était mis en emprisonnement, ils étaient derrière les barreaux. Donc quand il sort, pour lui, toute ouverture est un barreau. D'accord. Donc le barreau, là, c'est donc ce qu'on appelle les tiges de fer qui permettaient donc de faire cette prison, cette geôle. Voilà, mais ça veut pas dire forcément portail. D'accord. Et puis aussi pour les avocats, quand on dit ils vont aller au barreau, c'est pour défendre ces justiciables. La question, donc l'autre document, merci. Voilà le tableau. Voilà. Donc, c'est ce tableau-là que représente l'école Vanina Galifera, l'école Poc-Poc Nénen, parce que ce tableau, son titre, c'est l'abolition de l'esclavage. En fait, c'est pas l'abolition de l'esclavage. Son premier titre a été effacé. C'est scène de joie. Le peintre a mis scène de joie. Sur le barachois, comme un peu à l'image de ce tableau qui est très connu avec Sarda Garriga, avec l'écharpe autour de... Mais en fait, il y a une tromperie quelque part. C'est-à-dire le tableau est inversé, le lieu est inversé. Ce tableau-là, normalement, il est peint
ici à La Réunion. Le tableau dont on parle, on voit Sada Gaïga avec des noirs. On montre vraiment des noirs. Ouais, Il n'y a aucun blanc, il n'y a aucun métis, il n'y a personne. Hein. Ouais. Le tableau est peint aux Antilles. Mais on a inversé le lieu. D'accord. Parce que le tableau qu'on a vu, on voit des métis là-dedans, beaucoup de métis. Or, aux Antilles, le métissage n'est pas aussi important qu'ici. Donc, l'emplacement du métis n'est pas à son emplacement bon endroit. Au bon endroit. Et ce tableau était peint ici, et ce tableau, le peintre s'appelle François-Auguste Biard. Et le peintre, avant de peindre le tableau, parce que le tableau est peint en 1849, pendant une année, il va passer sa présence sur La Réunion. Et il va demander aux personnes, c'était quoi l'esclavage, c'était quoi le colonnage, c'était quoi le viol, l'amour, c'était quoi le marronnage, enfin tout ce qu'il... On va juste rappeler que 1849, c'est un an après 1848, donc l'abolition de l'esclavage. Donc essayer de savoir un petit peu comment les affranchis ont vécu cette période, c'est quand même très, très fort. Voilà, parce qu'en fait, pour bien comprendre le peintre, maintenant il faut remonter à son passé du peintre. Comme on dit toujours remonter dans le passé pour comprendre ce qui se passait avec ce tableau. Donc le peintre s'appelle François-Auguste Biard. Dans sa jeunesse, il va peindre de l'eau, des rivières. Et même, il va peindre la neige. Alors, certaines personnes autour de lui disent, ça ressemble pas à la neige. Ça ressemble pas à une rivière. Enfin, c'est trop rivière. Donc, il se sent un peu, pas agressé, mais il se sent un peu diminué en disant, c'est pas un bon peintre. Voilà, c'était pas un bon peintre. Et il va faire le choix d'aller peindre les mœurs. D'accord. Donc, mais pour peindre un tableau de mœurs, ça veut dire peindre une situation précise du moment de la vie. Et donc, il décide de passer du temps avec des paysans. Il passe du temps et 6 mois après, il restitue un moment de vie comme une photo choisie que les paysans en France lui ont dicté. Donc, le tableau parle, c'est pas lui qui peint. Il peint la restitution. D'accord. Et puis après, il commence à être connu et c'est là que des rois en Europe va l'appeler, ce peintre. Et là, il va peindre un moment de vie de certains rois en Europe. Et puis après, arrive à l'abolition de l'esclavage, les dirigeants de l'époque en France, ceux qui ont fait la Révolution, vont l'appeler pour restituer un moment de mœurs de cette abolition. Et lui, comment dire, ceux qui commandent le tableau vont l'appeler scène de joie. Ah, d'accord. Parce que c'est ce qu'on a vu là. C'était un titre politique. D'accord. C'est-à-dire, vous êtes libérés, maintenant vous êtes content. Mais quand on regarde bien le tableau maintenant, j'ai bien regardé le tableau, il y a un deuxième titre qui apparaît, c'est l'abolition de l'esclavage. Donc le titre a été changé. Mais pourquoi a été changé? Parce qu'en fait, dans le tableau, personne ne sourit. Il n'y a aucun sourire. Seul un personne sourit. Et c'est un vieillard, un vieillard blanc, colon, français. Il sourit. Mais son sourire n'est pas vraiment un sourire. Parce que si on revient à ce que tu dis, Biard peint la vie de tous les personnages dans le tableau. Donc il peint la vie de ce colon, de ce vieillard colon blanc, et qui semble dire à Saada, parce que le colon regarde Saada, un peu sourire comme ça, hein, il fait comme ça. On appelle ça Nakwa. Il semble dire à Saada, fais ce que tu veux, libère qui tu veux, mais nous, en système colonial, nous serons toujours là. D'accord. Et remarquez, apparemment, il a eu raison. La question aujourd'hui, justement, à travers ce tableau, quand on voit restituer un moment d'une vie, d'une page d'histoire, l'école Pok Pok, aujourd'hui, essaye de traiter ça. Il s'agit de montrer que c'est aussi violent, qu'il y a de la violence. Mais justement, l'école Pok Pok et l'école Vanina Galifera est basée même sur la violence même. Comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, parce que la Réunion aujourd'hui est très très violente. Même visuel, même invisible, on voit qu'il existe une violence. Et
ce tableau montre un état de violence qui existe depuis très longtemps. Et si le Colpoc-Poc va venir sur la télécréole pour présenter ce que nous, on a découvert, pour transmettre aux personnes qui nous écoutent, on va rentrer dans ce tableau. On va décortiquer chaque personnage. Et chaque personnage va dire la violence qu'il a subie. Et même Saada subit aussi une violence dans le tableau. Parce que Saada, il est très petit. C'est-à-dire, pour être à la hauteur des autres, le peintre va le mettre sur un socle au moins de 30 cm. D'accord. Et Saada ne regarde personne aussi. Enfin, moi, on a dit que personne ne sourit. Et dans le tableau, personne aussi ne se regarde. Sauf qu'il y a 2 personnes qui regardent Saada. Le vieux colon, colonial, et une nénène, qui regarde Saada d'une autre façon maintenant. On appelle ça un regard revolver, le regard qui tue. D'accord. Donc il regarde comme ça, il plisse les yeux, il regarde Saada là-bas, et la nénène semble dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire, monsieur Saada? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que la nénène sait qu'en libérant, elle va perdre tout son prestige de transmission. Et la nénène sait aussi que cette liberté, c'est pas une liberté. Parce qu'on donne et on dit, maintenant, c'est fini, débrouillez-vous. Enfin, c'est l'anarchie. Souvent, pour pas comprendre ce que fait les gilets jaunes aujourd'hui, parce qu'aucun gilet jaune ne s'entend sur un principe, mais nous sommes tous d'accord, mais on ne s'entend pas pour nous réunir sur cet accord. La nénène montre ça aussi, à l'époque, en 1948. Dans le tableau, on montre que ils sont tous ensemble, mais personne ne se regarde et personne ne sourit. La question de la violence de cette époque-là, déjà d'une part, il y avait cette violence qui émanait bien sûr de ceux qui perdaient leurs esclaves, donc leur moyen de continuer à s'enrichir. Il y a les esclaves, mais c'est un paradoxe, parce que les esclaves, eux, ils ont choisi de quitter les plantations, de partir dans les hauts, mais malgré tout, ça n'a pas été, je vais dire, il n'y a pas eu une solidarité vraiment entre eux non plus. En fait, c'est pas question, il n'y a pas eu de solidarité. Dans le tableau de Biard, on montre on est là, mais on n'est pas ensemble. Et aujourd'hui, c'est encore la même situation. On est là, mais on n'est pas ensemble. Quand on regarde le tableau, chaque personnage a une vision de ce qu'il va faire. Quand on dit que les esclaves sont partis, ont quitté la plantation, ça c'est la violation du système colonial, pour dire qu'ils étaient paresseux. Et c'est ça le mot officiel, hein. Ils sont paresseux, on ne travaille pas avec eux. En fait, ils ne voulaient pas les payer, surtout. Voilà, justement. Le tableau, il y a des colons là-dedans. Il y a des colons qui se posent des questions. Il y a, par exemple, un colon qui fait comme ça, qui monte le drapeau français, et il semble questionner d'autres colons, parce qu'on sait que c'est un colon, parce qu'il a les pieds nus, on appelle ça les pattes jaunes. Pattes jaunes, ça veut dire quelqu'un qui travaille dans la boue, et sa patte est pleine de boue comme le canard. Enfin, comme le canard, comme l'oie. Les oies marchent dans la boue en pattes jaunes. Donc, c'est ça l'expression pattes jaunes. On le voit, ils sont à 3, ils montent un drapeau en disant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et ils questionnent des gens, et les gens ne répondent pas, il n'y a personne qui répond. Et qu'est-ce qui va passer? Ils vont faire un engagisme. Ils vont faire l'engagisme. Et l'engagisme, c'est une autre violence encore. Alors, normalement, officiellement, l'engagisme a commencé à partir de 1848, donc à la fin au moment de l'abolition de l'esclavage, mais l'engagisme a commencé bien avant, vers les années 1820, je crois. Les premiers engagés indiens ont commencé à arriver à partir de ce moment-là. Oui, mais comme on dit, le système colonial, il va tout dire à sa façon. Oui, on dit toujours c'est le vainqueur qui écrit. Il écrit à sa façon, mais l'engagisme même est une violence. On parle du tableau de Biard. En 1948, l'abolition est finie. Le colon est un raciste. Il n'aime pas le noir. Il ne va pas payer ces personnes-là, parce que ça fait 200 ans qu'il a l'argent gratuit. C'est pas aujourd'hui qu'il va payer. Donc, il va faire venir des gens pour remplacer ces personnes qu'il ne veulent pas payer. Et il va tous les mettre en dehors de la rue.
Maintenant, quand l'engagé vient, l'engagé va signer un pacte. Un contrat. Un contrat. Moi, j'appelle ça pacte. D'accord. Dans le système colonial, c'est contrat. Mais dans l'école Pok-Pok-Nenen, Vanilla Galea-Fera, ce pacte est une violence. Parce que dans ce pacte, on dit il ne faut pas que tu interviennes dans mon problème avec les Noirs. Donc, l'engagé, il va faire office de mur entre l'ancien esclave et le maître, l'ancien maître. Il va faire office de mur. Et puis, tout ce qu'on va dire dans l'école Pok-Pok-Nenen, Vanilla Galea-Fera, l'historien ne le dira pas. Hein. Même qu'il a découvert ce que nous, on découvre, il ne le dira pas, mais nous, on est là pour le dire. Donc, l'engagé va contribuer à écarter toute une génération de personnes. Et c'est ça aussi, c'est une forme de violence. Parce qu'après, ces engagés vont être récompensés dans un futur. Sauf que ces engagés sont aussi maltraités, tous ne sont pas vraiment payés comme c'était écrit dans le contrat. C'est ce qui va aussi mettre, créer un déséquilibre dans cette relation triangulaire. Oui, mais il y a une piste pour dire que ça ne passe pas comme ça. Forcément, moi je viens dans un pays étranger, forcément que le colon est mauvais, il est mauvais. Il est mauvais avec tout, même sous le contrat. Il va faire montrer son mauvais caractère. Ouais. Donc ça, on appelle ça passer sous le mauvais caractère d'une personne. Mais en fait, la piste nous donne que l'engagé, quand même ça, il est bien... Parce que sa religion n'est pas éradiquée. On le permet de faire sa religion. Ça aussi, c'est écrit dans le contrat. Dans le contrat, il lui est permis donc de vivre son culte. Voilà, vivre son culte. Et d'autres personnes, comme les Chinois, quand ils débarquent, ils vont garder le commerce. Tout à fait. Il y a aussi des Arabes, que nous on appelle les Arabes, qui n'est pas des Arabes. C'est les Indiens musulmans. C'est des Indiens musulmans qui arrivent et qui vont garder aussi le commerce. Mais il y a tout un pan plus direct vers l'Afrique et Madagascar qui n'auront jamais de commerce. Ouais. N'auront jamais de dieux. Peut-être quelques bons dieux sur bord de la route, comme les Saint-Expédie. Ils sont totalement délaissés. Totalement délaissés. Jusqu'à être dans le délaissement, en 1948, les Marrons vont descendre dans les hauts, le royaume, vont abandonner le royaume du Marron dans les hauts, pour descendre dans les bas, et ils vont fonder les premiers bidonvilles. Les bidonvilles vont être cassés en 1994, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est en train de détruire ces bidonvilles. Ouais. Donc ils vont fonder les bidonvilles. Et dans les bidonvilles, les Nénènes vont les rejoindre. Parce que 11 000 putains vont les rejoindre. C'est-à-dire, chez le colon, justement ce grand moun hein, qui nargue dans le tableau, il nargue Sarada, à la veille, ces femmes sont des Nénènes. Quand l'abolition est finie, il met ces femmes dehors, certains vont rester. Il met ces femmes dehors en disant « Nous avons mis 11 000 putains à la rue ». Déjà, le mot est violent. Et le mot veut dire aussi des choses. C'est-à-dire, un mot est précis. Si on dit putain, 11 000 putains, ça veut dire qu'il s'est passé des choses dans cette maison. D'où maintenant, le Pok-Pok, c'est aussi un mot, son nom aussi, c'est l'amour en cage. D'accord. Donc, l'amour en cage, c'est-à-dire, ces femmes étaient enfermées dans la maison, sans amour. Mais il y avait quoi alors? Il y avait le viol. Ou l'amour non consentante. Il y avait la femme battue. Et il y avait toutes choses dans ces maisons-là. Ce qui aussi est le début de ce qu'on appelle va être le métissage forcé. Parce qu'il y en a qui auront des enfants de ces rapports sexuels. Voilà. Et ces enfants, il y a d'autres tableaux. Là, j'ai emmené qu'un seul tableau, mais dans d'autres émissions, chaque thème, si j'ai des tableaux, je vais emmener des tableaux. Dans un tableau que moi me dispose, on voit, le titre c'est étude dans une maison créole. Donc on voit 4 nénènes qui sont agenouillées par terre. Et puis il y a une nénène qui est habillée différemment des autres. C'est-à-dire 3. Et il y a donc cette fille qui est habillée différemment, c'est la fille du colon même. Que sa famille, sa femme est là, que ses enfants sont là.
Parce que cette fille ne peut pas être habillée comme ça. Mais ils sont tous à genoux pour ne pas être l'égal des Blancs. L'égal des Blancs. Donc ça veut dire que les nénènes faisaient des enfants, mais ces enfants n'étaient pas des enfants en dehors de la maison. Parce que un maître ne garde pas un enfant de quelqu'un qui n'est pas de lui dans sa maison. Ben, voilà la piste. C'est-à-dire, s'il y a des enfants qui sont là, c'est pas des enfants extérieurs, c'est des enfants dans la maison même, ou la maison d'un ami. Et ça se passait comme ça. Hein? Toi, tu as au tampon, je t'invite à Saint-Denis dans ma maison, ben, tu choisis ta femme, et sa tombe enceinte, moi je garde l'enfant, et moi je vais chez toi, on garde l'enfant, et puis après, une autre violence va s'opérer aussi là-dessus. Quand l'enfant grandit, ici à Saint-Denis, quand l'enfant grandit, ben, tu peux faire ça dans chaque ami. Hein? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de demi-frères, demi-sœurs. Et ça veut dire quand la fille grandit, rencontre un jeune homme beau, ou le jeune homme rencontre une belle fille, ils se discutent, ils ne savent pas qu'ils sont demi-frères, demi-sœurs. Quel lien de parenté. Il y a encore aujourd'hui à La Réunion de ce genre de situation, la consanguinité, et ça a même été à l'origine d'un drame il y a une vingtaine d'années, et c'est vrai que lorsque un demi-frère découvre qu'il vit une relation aujourd'hui interdite par la loi, l'inceste, enfin même pas inceste, c'est un demi-frère, une demi-sœur qui ne se connaissent pas et qui finalement vivent une histoire d'amour, c'est vrai que ça reste quelque chose de particulier. Là, parce que la violence a été étouffée, et cette violence, les gens continuent à vivre, mais à vivre dans la non-connaissance, et ça produit d'autres violences, parce que quand deux personnes proches se réunissent, l'enfant naît d'une malformation. Avec tout ce qu'on appelle la consanguinité. On reviendra là-dessus la semaine prochaine, Christian Gelma, puisqu'on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. En tout cas, c'est un regard sur l'histoire, un regard sur la violence, parce que cette violence-là, elle se transmet. On parlera sans doute à un moment ou un autre de ce qu'on appelle les mémoires cellulaires, les mémoires du passé. Mais en tout cas, ça montre bien que dans toute histoire, il faut aller chercher la violence où elle est pour essayer de se guérir. Merci Christian Jalma. On se voit la semaine prochaine. Ouais, et Noline Ferrat sera là. D'accord, ça sera avec plaisir. Nous, on marque une pause, on se retrouve juste après. Bon, parlez, pas parler. Toi?
Réunion, son histoire et son devenir. Voilà, je pense que on va résumer un petit peu vite comme ça. Vous êtes épisode. Ça va, ça va, c'est pas trop fort, des fois, nous joue un peu fort, là. Désolé pour les oreilles.